Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode de l'Histoire derrière. Dans cet épisode de l'Histoire derrière, on va tout simplement voir l'histoire qui aurait inspiré le personnage donc du clown dans ça. Et c'est tout simplement le tueur en série John Wayne Gacy. John Wayne Gacy naît le 17 mars 1942 à Chicago. Sa mère c'est Marianne Ellen Robinson et son père John Gacy Sr. John Wayne Gacy, il est le premier fils du couple puisqu'ils avaient déjà une fille et ils allaient avoir ensuite une deuxième fille. Donc John a une grande sœur et une petite sœur. Sa grande sœur s'appelle Joanne et sa petite sœur, elle, s'appelle Karen. Ses parents étaient ouvriers, il est donc issu de la classe moyenne et ils habitaient une petite maison dans un quartier. Il fait partie des scouts dès son plus jeune âge et il se fait d'ailleurs de nombreux amis dans ce cadre-là. Il faut savoir donc qu'à ses 11 ans, son enfance bascule un petit peu puisqu'il a un accident, c'est-à-dire qu'il y a une balançoire qui le heurte en pleine tête, ce qui fait que pendant plusieurs années il sera victime d'évanouissements assez fréquents. Ce n'est qu'au bout de 5 ans qu'on détecte qu'il a en fait un caillot qui s'est formé dans son cerveau suite à cet accident et donc avec des médicaments ce caillot partira, mais il aura quand même provoqué pendant 5 ans quasiment de nombreux évanouissements. Pendant son adolescence, son père est très violent, c'est-à-dire qu'il est alcoolique et en plus de ça, il bat sa mère et ses enfants. Il humilie aussi assez régulièrement son fils en le traitant de tous les noms. Il quitte le lycée à 17 ans, suite à quoi il va se rendre à Las Vegas où il travaillera dans plusieurs petits boulots et notamment un qu'il travaillera en tant que concierge dans une chambre funéraire et c'est là en fait qu'il découvrira que les cadavres ne lui font pas peur, bien au contraire ça le fascine assez. Donc sa mère va tomber malade et donc il va prendre la décision finalement de rentrer chez lui en 1964. Quand il est de retour chez lui, il reprend ses études et va en école de commerce. Il sort de là avec un diplôme et il deviendra un homme d'affaires assez doué. Il gravit les échelons de manière assez importante et devient quelqu'un de très doué dans son métier. Il aide aussi dans plusieurs organisations dans lesquelles il est impliqué. Tous ceux qui connaissaient John disent de lui que c'est un garçon ou un homme tout du moins très sympathique et aussi très ambitieux. Il épouse sa femme, sa première femme Marlene Myers en 1965 et ils déménagent ensuite dans l'Iowa. Ensemble, ils eurent un fils et une fille un peu plus tard. Et malheureusement, derrière ce tableau de famille parfaite que John veut absolument montrer, il se cache un tout autre homme qui pense à des choses assez monstrueuses. Il avait créé un club dans sa cave dans lequel les jeunes adolescents venaient assez régulièrement jouer au billard et dans lequel aussi il leur était possible de boire. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'un adolescent perdait au billard, John les forçait assez régulièrement à lui faire une fellation. En 1967, sa femme est alors à l'hôpital en train d'accoucher de leur fille et celui-ci ramènera un adolescent chez lui. Il tente de le forcer à lui faire une fellation et lorsque celui-ci refuse, John s'énerve et l'attaque au couteau. Ensuite, il s'excusera immédiatement en lui priant vraiment de lui pardonner. Et après l'avoir persuadé de rester, il le menotte, le viole et tente même de l'étrangler. Après, il agresse un de ses employés, donc il employait beaucoup de jeunes adolescents dans ses restaurants. Et donc là, c'est un de ces employés-là qui s'appelle Edward Lynch. Et donc il l'agresse tout simplement en le violant tout en l'étranglant en même temps jusqu'à ce qu'il perde connaissance à chaque fois, puis il les réanime après. Et suite à ça, il le renverra de son travail. Et donc quand Lynch ira porter plainte à la police pour l'agression qu'il a subie, John persuadera les policiers que c'est tout simplement une sorte de vengeance parce qu'il est pas content d'avoir été renvoyé. En août 1967, il va agresser un autre homme qui s'appelle Donald Voorhees. Il a 15 ans et il lui force à son tour à lui faire une fellation. Gacy va ensuite le payer pour qu'il garde le silence et c'est ce qu'il va faire. En décembre 1967, alors que Gacy est élu meilleur homme de l'année, et bien à côté de ça, Donald Voorhees, donc l'adolescent de 15 ans, continue de subir les viols. Mais en 1968, l'adolescent ne tient plus et parlera de ses agressions à ses parents.
et ceux-ci préviendront immédiatement la police. Ces accusations sont mises au grand jour et en septembre de la même année, donc en septembre 1968, il est inculpé pour avoir payé quelqu'un qui est allé tabasser Donald Voorhees. Donc le 7 novembre 1968, il est condamné à 10 ans d'emprisonnement pour ces faits. Il est un détenu modèle et en 1970, soit quand même très peu de temps après sa mise en prison, il est libéré en liberté conditionnelle. Il a fait donc seulement 21 mois de prison sur les 10 ans prévus initialement et il partira à Chicago pour rejoindre sa mère et la soigner puisqu'elle est encore gravement malade. Il apprend donc la mort de son père qui est mort le Noël précédent et il s'en voudra, ou il en voudra à tout le monde, d'avoir perdu en fait une chance de se rapprocher de l'homme qui voulait tant impressionner en fait. Il s'installe chez sa mère et il finira par trouver un emploi de cuisinier. Cet emploi il lui permet d'économiser assez d'argent pour pouvoir lui avoir son chez-soi et il déménage enfin de chez sa mère. Sa mère paye la moitié de la maison qu'il achète et lui paye l'autre moitié. Peu de temps après son déménagement, il continue ses fréquentations homosexuelles et il traîne notamment beaucoup dans des bars gays. Le 12 février 1971, il est inculpé pour agression après avoir agressé un jeune, mais malheureusement les preuves sont insuffisantes. Donc personne ne prévient les autorités de l'Iowa de ses agissements et donc sa liberté conditionnelle n'est pas remise en question. Donc bien sûr entre temps sa femme avait divorcé et donc il est de retour célibataire. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a redéménagé de l'Iowa. À ce moment là c'est le début des meurtres puisque Gacy sort pour sa liberté conditionnelle. Et dans la nuit du 2 au 3 janvier 1972, c'est là qu'il tuera pour la première fois. C'est Timothy McCoy qui a 16 ans, qui est sa première victime et donc Gacy le convainc de monter en voiture avec lui et il le conduit chez lui en lui disant que il va le ramener bien à la gare le lendemain puisque Timothy avait un bus à prendre et il devait se rendre à la gare le lendemain. Et donc Gacy lui propose gentiment de l'héberger pour cette nuit et il accepte. Gacy le tue à coups de couteau et enterre son corps dans le vide sanitaire qui recouvre même d'une couche de béton. Pour ce meurtre, il dira plus tard qu'il n'a fait que se défendre parce que selon lui, Timothy l'aurait agressé avec un couteau et qu'il lui aurait simplement pris le couteau des mains et se serait défendu. En tuant le jeune garçon, il dira plus tard qu'il a éprouvé un énorme orgasme et qu'en fait c'était quelque chose qui, il a découvert, l'excitait énormément. Donc après ce meurtre, il ne tue pas pendant plusieurs années mais il agressera plusieurs jeunes malgré tout. Donc en effet, le 22 juin 1972, il est arrêté pour inconduite sexuelle après avoir réussi à agresser un adolescent qui lui s'est échappé. Mais malheureusement les charges qu'ils avaient contre Gacy sont abandonnées lorsqu'on retrouve de l'argent qui appartenait à Gacy, donc que Gacy avait donné à l'adolescent sur l'adolescent et donc on pense que tout de suite c'est une sorte de prostituée en fait qui a été payée par Gacy puisque Gacy disait qu'il lui avait donné de l'argent et que donc c'était consentant alors que pas du tout et donc les charges sont finalement quand même abandonnées contre Gacy. Donc en juillet 1972, il épouse sa deuxième femme qui s'appelle Carol Hoff. Elle est divorcée, elle a 2 filles et ils se sont rencontrés 1 an plus tôt à peu près et donc elle l'épouse en croyant épouser un homme très bon qui pourrait très bien s'occuper de ses filles. Les personnes d'ailleurs qui seront invitées à plusieurs reprises chez les Gacy diront qu'il y a une odeur nauséabonde qui s'échappe mais Gacy trouvera toujours des excuses à ça et personne en fait ne s'inquiétera plus que ça. En 1974, il ouvre une entreprise de décoration où il engage seulement de jeunes adolescents. Il donne l'excuse aux personnes qui lui demandent qu'il engage seulement des jeunes parce que comme ça il peut les payer moins. Mais la réalité est tout autre puisqu'en fait il se sert de ces adolescents pour ses plaisirs personnels. Et donc il tue pour la 2e fois en janvier 1974. C'est une victime qui n'a pas été identifiée malheureusement et il l'a étranglé puis il a mis son corps dans un placard avant de l'enterrer dans son vide sanitaire avec Timothy qu'il avait tué un peu avant. Il continue de vivre sa vie comme si de rien n'était et il participe notamment à de nombreux événements caritatifs et dont un qui le rendra assez célèbre pour ça puisqu'il décide de se déguiser en clown pour distraire les enfants dans les hôpitaux. Donc il fait ce travail là et à côté il continue sa folie meurtrière puisque Johnny Butkovich qui en sera victime. Johnny il est engagé par Gacy mais à un moment donné Gacy refusera de lui payer ses 2 semaines de travail et donc il se rendra chez lui avec 2 amis pour lui réclamer son dû mais ça finit en engueulade et finalement les 3 jeunes repartent. Le soir, Gacy se promène en voiture à la recherche d'un potentiel partenaire sexuel et c'est là qu'il tombera sur Johnny.
Il s'avance vers lui dans le prétexte de s'excuser pour ce qui s'est passé, mais finalement il le ramènera chez lui. Là il le menotte avant de le violer, de le forcer à lui faire une fellation, et puis il finira par l'étrangler. Il attendra le lendemain pour creuser un trou dans son garage où il mettra le corps de Johnny, qui recouvrera à son tour d'une chape de béton. Donc il faut savoir d'ailleurs que pour tous ces meurtres, en fait, il utilise une technique qui fait qu'il arrive à maîtriser ses victimes. En fait, quand il les agresse, quand il les emmène chez lui, il leur dit qu'il va leur faire le tour du clown qu'il fait aux enfants à l'hôpital. Et en fait, il les menotte en leur disant, voilà, en fait c'est un tour où je vous menotte et après il faut réussir à s'échapper, en fait c'est très facile et tout. Sauf qu'en fait, il finit par les menotter et les victimes sont immobilisées et pour la plupart, en fait, ne peuvent plus s'échapper. Sauf quelques-unes qui ne sont pas totalement laissées faire. Mais pour la plupart, en fait, elles se retrouvaient piégées comme ça. Il était aussi rarement chez lui, forcément le soir, et quand il y était, il était souvent dans le garage avec des jeunes adolescents. Sa femme, elle commence à en avoir marre et même à voir que son attirance est clairement portée sur les hommes et pas sur les femmes, et il finira bien par lui avouer cette attirance qu'il a envers les jeunes adolescents. Ils finirent par divorcer le 2 mars 1976 malgré tout. Et le 6 avril 1976, un tout petit peu plus d'un mois après son divorce, il fera sa troisième victime. C'est Darrell Sanson, il a 16 ans et il est ramené chez lui et on ne le reverra jamais. Chez lui, Gacy le viole, l'étrangle et l'enterre dans le vide sanitaire sous sa maison où il rejoint d'autres cadavres. Un peu plus tard, il ramena un prostitué chez lui qui viola et frappa à de nombreuses reprises mais qu'il finit tout de même par laisser repartir vivant. Le 14 mars 1976, il tua 2 adolescents le même jour. Donc on voit vraiment une escalade dans sa folie meurtrière et ses 2 victimes ce jour-là, c'est Randall Refett et Samuel Stapleton qui sont âgés de 14 ans. Randall d'abord est attiré chez Gacy où il fut violé, torturé pendant des heures avant d'être finalement étranglé. Le soir, Gacy sort et tombe sur Samuel qu'il prend en voiture en lui disant qu'il va le ramener chez lui alors qu'en fait il le ramène à son domicile à Gacy. Et là-bas, il le viole, le torture et finit par l'étrangler tout comme il l'avait fait à Randall. Il enterra les 2 garçons dans une même fosse sous sa maison. Donc ensuite on a une autre victime qui vient après qui s'appelle Mike Rossi. Il a 16 ans et il se fait agresser par Gacy qui le laissera encore une fois en vie. Il le menacera en lui disant de ne rien dire, ce qu'il fera. Et Mike Rossi a vraiment un comportement bizarre puisqu'en plus d'accepter de se taire, il reviendra chez Gacy à plusieurs reprises avant de s'y installer. On soupçonne d'ailleurs que Mike Rossi ait pu potentiellement aider Gacy dans certains de ses crimes et que donc c'est pour ça qu'il serait revenu à plusieurs reprises. Mais malheureusement les preuves ont toujours été insuffisantes pour dire si oui ou non il a vraiment été dans ce crime-là. En juin 1976, c'est Michael Bonin, 17 ans, qui disparaît après être allé chez Gacy. Le 10 juin donc du 1976 toujours, donc le même mois, on a aussi William Carroll Jr. 16 ans qui a été violé, torturé et étranglé. Le 5 août 1976, donc tout s'enchaîne très vite, il tue vraiment à très peu d'intervalle maintenant. Et là c'est James Atkinson, 16 ans, qui a été étranglé par Gacy. Le 6 août 1976, soit le lendemain seulement du meurtre de James, c'est Rick Johnston, 17 ans, qui a disparu. Et on apprendra plus tard qu'il a été violé, étranglé, comme ses précédentes victimes. Ensuite, donc la même année, mais au mois d'octobre, donc fin octobre 1976, 3 jeunes garçons disparaissent. On a Kenneth Parker, 16 ans, et Michael Marino, 14 ans en premier lieu. Et donc, ils disparaissent tous les deux et subissent le même sort que les victimes précédentes de Gacy. Et c'est 2 jours plus tard que William Bundy fut enlevé et enterré aussi sous la chambre de John Gacy. En décembre 1976, Gacy étrangle Francis Wayne Alexander, qui est donc âgé de 21 ans. Et c'est dans le même mois, soit le 11 décembre 1976, qui s'en prendra à Gregory Godzik qui est âgé de 17 ans et il se rend chez Gacy dont il ne reviendra jamais. Gacy le viole, le torture pendant des heures avant de finalement l'étrangler et de l'enterrer à son domicile. Le 20 janvier 1977, moins d'un mois plus tard, John Cizik, 19 ans, a disparu et il a été également étranglé par John Gacy. Le 15 mars 1977, John Prestige, 20 ans, accepte une invitation de Gacy et on ne le revoit jamais.
Le 5 juillet 1977, Matthew Bowman, 19 ans, est ramené chez Gacy où il a été drogué, violé et étranglé, avant encore une fois d'être enterré avec les autres cadavres. Le 15 septembre 1977, c'est Robert Gilroy, qui a 18 ans, qui a été enlevé par Gacy avant d'être violé, torturé pendant des heures, puis finalement étranglé et enterré. Le 25 septembre, soit 10 jours plus tard, en 1977 toujours, c'est John Mowry, 19 ans, qui a été attiré chez Gacy, où il a été violé, torturé, puis étranglé avant d'être enterré. Le 17 octobre 1977, Russell Nelson, 21 ans, a été attiré et tué par Gacy, selon le même mode opératoire. Le 11 novembre 1977, Robert Winch, 16 ans, a été ramené par Gacy pour le violer et l'étrangler jusqu'à ce qu'il en meure. Le 9 décembre 1977, c'est David Talsma, qui est âgé de 19 ans, qui a été torturé, violé, étranglé et enterré avec les autres cadavres par Gacy toujours. En janvier 1978, il y a un prostitué de 19 ans qui porte plainte contre Gacy. Il raconte le calvaire qu'il a subi pendant plus de 8 heures. Pendant plus de 8 heures, il a donc été torturé et Gacy a finalement choisi de le relâcher tout sanguinolent et donc de le laisser en vie. Malheureusement, en fait, l'adolescent qui a subi ce calvaire ne sait pas dire qui est-ce qui lui a fait ça, mais il reconnaîtra cependant la maison où vit John Gacy, mais il n'y a pas assez de preuves qui sont contre lui, à part le fait que ce soit sa maison, et donc il sera très vite, enfin il sera pas trop inquiété. Le 16 février, c'est Billy Kincaid, 19 ans, qui accepte de monter dans la voiture de Gacy, et celui-ci l'étrangle et le viole. Le 22 mai 1978, Jeffrey Ringall, 22 ans, a été violé par Gacy. Celui-ci le torture et le chloroforme en plus pendant des heures. Il s'en sort vivant et va porter plainte, mais malheureusement il n'y a pas assez de preuves pour condamner Gacy, donc rien ne lui arrivera. Le 14 juin 1978, c'est Timothy O'Rourke qui suit Gacy. Celui-ci le viole et l'étrangle avant de le jeter son corps dans la rivière des Plaines. Le 4 novembre, Frank Wayne, qui est âgé de 19 ans, est tué par Gacy et son corps est également jeté dans la rivière des Plaines. À partir de Timothy, en fait, il jettera toutes ses dernières victimes dans la rivière des Plaines, donc elles seront au total de 4. Donc fin novembre, c'est James Mazzara, 20 ans, qui a été torturé et violé par Gacy. Alors qu'il se rend chez lui à la recherche d'une chambre à louer, puisqu'il avait entendu que Gacy louait potentiellement des chambres à de jeunes adolescents, eh bien il se rend chez lui et c'est là qu'il sera violé et étranglé. Son corps est aussi jeté dans la rivière des Plaines. Le 11 décembre 1978, Robert Piest, 15 ans, disparaît après avoir parlé à Gacy. La police apprend qu'en fait Robert avait rendez-vous avec Gacy juste avant de disparaître et il consulte son casier judiciaire et il constate qu'il a été condamné pour des faits d'agression sexuelle sur jeunes garçons dans l'Iowa. Le 13 décembre 1978, il finit par venir au commissariat puisqu'en fait il avait été convoqué avant, mais il était arrivé à 3 h du matin couvert de boue et donc forcément l'inspecteur qui devait l'interroger n'était plus là. Donc il revient le 13 décembre 1978 et cette fois-ci il nie connaître Robert Piest, alors que beaucoup de monde savent qu'il avait rendez-vous avec lui. Donc pendant l'interrogatoire, les policiers en même temps fouillent le domicile de Gacy et ils tombent sur plusieurs choses. Donc ils tombent sur plusieurs objets, alors ils tombent pas du tout sur les corps ou quoi, mais ils tombent sur des objets tels que des armes, des menottes, un godemiché qu'ils trouvent dans le grenier, ou encore de la marijuana, etc. Rien n'était suffisant bien sûr pour le faire arrêter, mais à partir de ce moment-là, ils le font surveiller de très près. Ils le font suivre de partout et Gacy est vraiment mis sous surveillance. Par la suite, en allant un peu plus loin dans leur recherche, ils découvrent que certains objets qu'ils retrouvent ont appartenu à John Cizik, qui est donc une des victimes de John Gacy, et donc là ils se rendent compte qu'en fait il y a potentiellement plus d'une victime, il n'y aurait pas que Robert, et d'ailleurs pour Robert il retrouve également des cheveux qui lui appartiennent dans la voiture de Gacy. Ce qui prouve encore une fois que Gacy connaissait bien Robert et qu'il est même monté dans sa voiture. Le 21 décembre, il décide de l'arrêter pour un tout autre motif puisqu'il l'arrête pour possession de marijuana, et là la communauté est globalement choquée.
qu'ils soient arrêtés pour ça. Et en fait ça leur donne un prétexte pour fouiller la maison, et donc ils fouillent la maison et ils tombent sur un tapis qui est plein d'une substance un peu étrange. Et donc en fait ils le soulèvent et ils tombent sur une trappe qui mène au vide sanitaire. Et là ils soulèvent la trappe et c'est l'horreur absolue puisqu'ils découvrent des corps en décomposition forcément. Au début ils découvrent ce qui ressemble à une sorte de matière bizarre et en fait c'est la matière que produisent les corps quand ils se décomposent. Et ils découvrent plein d'ossements, plein de morceaux de corps pas tout à fait décomposés, etc. Et donc ils se rendent compte qu'en fait le vide sanitaire est rempli de cadavres d'adolescents. Donc bien entendu ils fouillent et creusent l'endroit pendant des jours pour réussir à sortir le plus de cadavres, et ils se rendent compte très vite en fait qu'ils ont sans doute affaire à l'un des tueurs en série les plus prolifiques des États-Unis, puisqu'il y a presque une trentaine de cadavres qui se trouvent dans ce vide sanitaire. Et c'est pas fini puisqu'en fouillant un peu plus, ils tombent dans le garage, donc sur des corps encore une fois, qui sont mis dans du béton. Et donc l'horreur en fait ne fait que escalader. Donc face à tout ça, Gacy il n'a pas le choix de dire que bah, c'est bien lui, enfin les preuves sont là donc il n'a pas vraiment le choix. Mais il dit qu'il a agi sous l'influence d'un alter ego qui s'appellerait Bad Jack. Et ce serait lui en fait qui aurait commis les meurtres et pas vraiment John Gacy. Donc les policiers arrivèrent vraiment à déterrer tous les cadavres qui purent, mais au final il y en a quand même 9 qui restent non identifiés malheureusement. En tout donc c'est 33 personnes qu'ils ont trouvées. Avec celles bien entendu qui ont en plus été jetées dans le lac, puisqu'ils retrouvent quand même un corps qu'ils arrivent à repêcher, qui est retrouvé dans le lac. Donc le 6 février 1980, son procès débute. Il y a énormément de personnes qui sont appelées à la barre, que ce soit des psychologues, des psychiatres, des médecins, tout ce qu'on veut. Mais il y a aussi des proches de Gacy, ses sœurs, sa famille, ses amis, tout ça, qui viennent à la barre témoigner. D'anciennes victimes aussi de Gacy qui ont réussi à s'échapper viennent témoigner aussi. Et en fait le but de tout ça c'est de prouver qu'il n'est pas fou, puisque bah, il plaide un peu la folie en disant que c'est son alter ego qui a commis tous ces meurtres. S'il s'avère qu'il est bel et bien fou, en fait il échapperait à la peine capitale, qui est la peine de mort, et donc il serait en fait en soins. Gacy bien sûr ne montre aucun remords face au témoignage même de ses anciennes victimes, qui se mettent à pleurer et pour certains même à vomir, et aucun remords n'est visible sur sa tête. Il n'exprime rien du tout à l'annonce des meurtres, à la description des meurtres, il n'exprime toujours rien, et donc il a vraiment un visage froid. C'est finalement le 13 mars 1980, après 5 semaines de procès environ, qu'il est condamné finalement à la peine de mort. Les jurés décident qu'il est totalement sain d'esprit, et donc c'est en effet la peine de mort qui est appliquée dans ce cas. Durant toutes ces années dans le couloir de la mort, puisqu'il a passé 14 ans dans le couloir de la mort, il peint énormément de peintures de clowns, donc qui seront d'ailleurs vendues après aux enchères, et détruites après par la suite par celui qui les a achetées. Et il reçoit aussi beaucoup de lettres, et de lettres de jeunes femmes qui lui demandent de se marier avec, et donc il épousera même sa 3e femme en prison. Et finalement il sera exécuté en 1994, donc le 10 mai 1994 il sera exécuté à Stateville, donc dans l'Illinois, là où il est emprisonné. Et son manque de respect vraiment et son manque de remords se montre jusqu'au bout, puisque ses derniers mots seront « kiss my ass », autrement dit, bon je vous laisse aller voir la traduction, je vais pas le dire ici, je pense que ça parle assez de soi-même. Donc au total c'est plus d'une trentaine d'adolescents qu'il aura assassinés. Donc c'est pour ça que c'est aussi une vidéo qui est très condensée avec beaucoup d'informations, puisqu'en très peu de temps il a tué énormément. Donc forcément les victimes se suivent et ça fait un peu liste malheureusement, mais c'est comme ça. Donc c'est voilà, plus d'une trentaine d'adolescents qu'il a tués, donc c'est juste énorme. Et c'est probablement les tueurs en série les plus prolifiques aux États-Unis. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette affaire. Cette vidéo elle est assez lourde, mais n'hésitez pas quand même à me dire si elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous retrouve jeudi prochain, puisque jeudi prochain on est le 1er décembre et s'ouvre mon calendrier de l'Avent. Pendant 25 jours vous aurez le droit à une petite vidéo par jour, pas que les affaires criminelles, voilà on va varier un petit peu. Et voilà, moi je vous retrouve jeudi pour le début du calendrier de l'Avent. Bisous!